Salima Nagy. Salima Nagy est architecte et anthropologue. Elle multiplie les chantiers participatifs depuis plus de 20 ans autour de la préservation des architectures collectives sahariennes, Ksour, grenier collectif. Elle insistait sur le fait que la notion de préservation était justement un terme auquel elle était très attachée, privilégiant les technologies des matériaux premiers et biosourciers dans une démarche d'innovation respectueuse le plus possible. Elle construit aussi une architecture contemporaine à caractère social. J'ai donc le plaisir d'accueillir Salima qui va nous parler de ses projets de restauration. Merci. Alors, ce que je voulais d'abord dire, c'est qu'être ici, c'était une joie, une expérience de la joie et de partage du temps, des simultanéités du temps. Et je voulais vous dire qu'en fait, on est dans des lieux qui sont traversés par l'histoire, on reçoit ces leçons-là. Et je voudrais remercier tous les organisateurs de nous permettre de jouir de ça, puisque depuis ce matin, entre les murs en terre crue, la pierre, le bois, on est dans une joie permanente. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de 3 points, la question des ressources, l'expérience fondatrice des greniers, et puis finalement refonder les alliances entre ces fameux vivants, ces existants. Et je voulais avoir comme ça 3 temps qui vont être concentrés autour vraiment des greniers collectifs, parce qu'ils font sens dans l'histoire de la subsistance, parce que j'y reviens sans cesse, parce qu'ils m'ont fasciné, ils m'ont façonné. Et j'ai restauré une douzaine d'entre eux et je vous montre un peu ces merveilles qui donnent des leçons d'histoire, d'architecture et qui sont vraiment des fantômes du futur. Vous allez le comprendre assez vite. Et comment cette institution des greniers vont vraiment venir rencontrer notre époque dans toutes les crises qu'elle traverse et comment ils vont finalement nous permettre de réfléchir à cette question de refonder le bien commun et puis revenir à une architecture qui ne soit pas hors sol mais qui soit vraiment fondée. Donc je vais vous proposer comme ça un petit voyage dans ces lieux absolument uniques et vous faire prendre conscience comment ça a été des lieux, des institutions où on entreposait, c'est pas un habitat, où on entreposait ensemble dans une enceinte commune les fruits des récoltes, donc les dattes, les orges, et comment à travers tous ces lieux, on avait à chaque fois soin à la fois de prévenir des humains qui n'étaient pas les amis, on va dire, c'est des lieux fortifiés, extrêmement intéressants d'un point de vue stratégique, fortifiés aussi, là vous voyez les encorbellements contre les rats ou les souris, et puis vous voyez les images d'archives que je mets, puisqu'on a la chance d'avoir quelques images des années 40-50 qui nous donnent aussi l'aspect cyclique aussi de ces bâtiments qui ne sont jamais terminés et qui sont pris dans un fonctionnement où ils sont vraiment fruits du paysage et en même temps une immense adéquation entre les matériaux prélevés, ce sont des architectures de collecte, et puis des mises en œuvre très très spécifiques qui vous donnent ce que vous voyez là. Alors moi, j'avais une dette en tant qu'anthropologue quand je faisais mon doctorat. Ce grenier que vous voyez est tombé et je me suis dit je ne peux pas abandonner, il faut que j'aille aider. Et donc on a œuvré avec les communautés ensemble pour sauver ces biens précieux. Et ça a été pour moi une école d'apprentissage de tous ces savoir-faire. Vous voyez la variété des plans, la variété des volumétries, la variété des situations, la variété des territoires qui font que quand on pénètre à l'intérieur de ces lieux, on est happé par cette histoire d'institution du bien commun qu'ils sont, mais en même temps par tout ce qu'ils vont contenir de réflexion sur la subsistance, je vous le disais,
comment on nourrit une communauté, comment on nourrit une communauté dans des lieux où il n'y a pas de pluie, ou en tout cas pas de pluie annuelle, il faut parfois attendre 7 ans, comment on est rivé on va dire au cosmos sans cesse, puisqu'on est sur des cycles qui se répètent, et comment on demande à la divinité d'agir régulièrement, d'où ces rituels que vous voyez, et qui vont être à une échelle de plus en plus grande, puisque j'ai compris en faisant ma thèse de doctorat que ces greniers collectifs étaient dans une plus grande ère qu'ils n'étaient dans leur village ou dans leur tribu, mais qu'ils réappartenaient à ce qu'on appelle une zaouïa, c'est-à-dire un lieu qui est aussi un immense grenier, qui permet d'accueillir des petites portions de ce qui a été mis de côté chaque année à l'intérieur de ces greniers, et qui ensuite vont être acheminés donc à cette zaouïa, ce lieu où il y a souvent un saint très ancien qui, pour les saints dont il est question, date du XVIe siècle, et qui permet à tous ces tribus finalement de se retrouver depuis des siècles à date fixe en ces lieux pour à la fois s'assurer du renouvellement et de cette fameuse baraka. Alors je vous ai montré en détail aussi nos restaurations parce qu'elles vous mettent vraiment dans le concret d'une immense fragilité et en même temps d'une capacité, comme vous voyez ici à Adrsnarfalen, où on a vraiment un grenier qui est en miroir de la palmeraie. Elle produit des choses, ils les mettent à l'intérieur. Alors ces greniers, aujourd'hui, sont toujours vivants. Celui-ci ou d'autres sont parfois, en effet, des lieux qui sont destinés au tourisme, mais beaucoup de ces lieux sont vivants au sens où ils vont accueillir même une partie de la récolte, et je pense notamment aux femmes qui s'en servent pour les fourragères et qui mettent à l'intérieur du grenier un ensemble d'actions. Ce que vous voyez là, c'est que nous ne nous contentons pas, je ne suis pas seule à œuvrer, évidemment, on est un groupe, nous ne faisons pas simplement cette restauration, nous nous occupons aussi des enfants, nous nous occupons des femmes, j'y reviendrai à la fin de cette réflexion, et nous arrivons comme ça à proposer une rencontre qui est aussi pour les enfants une prise de conscience de qu'est-ce qu'était le grenier autrefois, pourquoi il faut s'adapter et trouver ces technologies de la pierre, de la terre, pourquoi elles sont, et j'emploie à dessein le mot technologie, adéquates pour résister au climat qui change, pourquoi est-ce que résister au béton n'est pas une bonne idée, et pourquoi finalement il ne faut pas hésiter à réfléchir et à s'en servir pour s'assurer, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, pour s'assurer que les choses avancent. Alors vous voyez cette fameuse zaouïa, vous voyez comment dans ce grand rayonnement de cette zaouïa, on a eu comme ça toutes les tribus qui donnaient un petit pécule, et vous voyez comment elles vont récupérer tout ce qui était entreposé, mais vous voyez surtout comment il y a une rencontre des personnes qui viennent vraiment là, qui sont 5000 et qui vont ensuite revenir sur les lieux et revenir à une capacité à la fois de se retrouver, de donner, de partager, et de partager finalement à quel moment ? Au moment de la soudure, parce que ces grandes rencontres que vous avez vues tout à l'heure, elles ne se font qu'entre deux récoltes, c'est-à-dire que quand une récolte est passée et on n'a pas encore la nouvelle récolte, c'est-à-dire au mois d'avril à peu près, eh bien, ces gens vont aller dans ces grandes zaouïas et on va leur donner un peu d'orge, un peu de graines, un peu de dattes, pour pouvoir tenir le choc entre deux rencontres. Donc vous avez ces lieux extrêmement précieux qui représentent vraiment un travail extrêmement important, mais qui représentent pour moi une réflexion aussi sur la ressource, sur la solidarité, sur finalement une éthique de projet. Et tous ces exemples que vous voyez là, je les ai ensuite transposés
avec des projets étatiques de très faible importance, et j'ai fait en sorte aussi de conserver toutes ces techniques que vous voyez. Alors conserver n'est pas le mot adéquat, c'est pour ça que j'emploie en effet préserver, on y reviendra, et parce qu'il y a aussi tout un travail au moment de la restauration de mise en valeur des procédés, mais aussi parce qu'on est obligé, quand on revient à toutes ces formations que sont l'ensemble de ce vernaculaire, on est obligé aussi de réfléchir à comment le faire transférer dans les fameux CCPT, CPS et autres cahiers des charges pour qu'on puisse faire autre chose que ce que vous voyez de plus en plus dans ces régions qui étaient pourtant marquées par la beauté. Et donc, je ne vais pas m'aventurer sur la question du traumatisme colonial, mais c'est aussi parce qu'on a voulu, à un moment donné, avoir le matériau de la modernité qui était le ciment, qu'ensuite, les nouvelles générations ont eu beaucoup de mal à utiliser cette terre crue ou la pierre, puisque j'englobe dans ces matériaux premiers aussi la question de tout ce qu'on appelle habituellement tradition, mais qui est au-delà de la tradition à mes yeux. Donc la question des ressources, on se souvient évidemment de cette fameuse exposition de l'Arsenal. Je ne sais pas, je ne reviens pas en arrière, ça passe. Et la question des ressources, elle est permanente. Quand on prélève le bois, quand on prélève le palmier, quand on prélève l'ensemble de ces bois, en même temps, on s'assure de faire des plantations quand il s'agit comme là d'un grand qsar qui est le qsar d'Assa, où on fait en sorte de réutiliser un certain nombre de matériaux et qui ne vont pas impacter les lieux où nous travaillons. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, tout est lié et on ne peut pas, vous le verrez à la fin de cette démonstration, à la fin de cette présentation, on ne peut pas enlever le matériau du geste, et toutes ces pratiques, elles vont vraiment témoigner de ça et de ce que Françoise Chouet appelait la compétence d'édifier, qui est cette façon de travailler qu'on avait dans le passé, qui était une façon de travailler ensemble, dans une solidarité, dans une chaîne, et non pas dans un tronc complètement saucissonné, qui est aujourd'hui une façon de construire qu'on utilise presque partout. Et toute cette réflexion autour des compétences, autour du social, autour des ressources, elle est née dans les greniers, elle s'est diffusée avec l'État dans le fameux Qsar d'Assa, et ensuite j'ai essayé, comme je vous disais, de le diffuser au niveau de toutes les architectures dites sociales que j'ai pu faire sur des tout petits projets vraiment sociaux pour que ça essaie, mais que ça fasse boule de neige et qu'on vienne pas toujours nous dire « Ah non, mais c'est pas possible, ah mais non, on peut pas, ah mais non, on n'a pas les maîtres artisans, ah mais non, on n'a pas les capacités, ah mais non, on n'a rien ». Et finalement, c'est quand même extrêmement important de faire cette action de la juste mesure qui est vraiment tournée vers les autres, mais qui est aussi tout le temps obsédée par l'environnement et obsédée par un impact le plus dérisoire soit-il, tout en continuant à travailler dans des architectures que vous voyez, qui sont proposées dans des projets qui appartiennent à l'État et qui sont aussi extrêmement importants parce que ce ne sont pas des projets qui seraient d'une fondation qui échapperait à des autorisations, qui seraient quelque chose qui serait hors cadre, mais qui sont bien dans un cadre étatique, et c'est aussi pour faire taire ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire avec l'État ou qu'on peut rien faire avec certaines choses qui bloquent, mais qu'on peut réinventer et même qu'on doit réinventer sans cesse. Mais c'est aussi la lenteur de ces projets qui ont permis ce chantier permanent et cette façon testamentaire de transplanter d'un grenier à une architecture plus récente, comme ce Umgardan ici d'Arsenea, dans le grand au-dessous de Tata, des actions qu'on a pu faire et où j'ai formé les entreprises à accepter de construire en terre crue, ils ne voulaient pas, à accepter ensuite d'utiliser le palmier, à ensuite mettre en œuvre. Et je vous montre ainsi comment, à partir d'un grenier, on peut transférer, à partir de toute architecture vernaculaire finalement, à partir de toute institution aussi, du bien commun, on peut transférer des compétences, des formes, vous voyez aussi des techniques, une esthétique, mais aussi
des façons de faire extrêmement solidaires, et nous y reviendrons parce que à chaque fois va se poser la question de pour qui, pourquoi, comment. Donc, pour moi, cette question de la ressource, elle est extrêmement importante. Vous voyez une dizaine de projets, mais il y en a une trentaine, peut-être un peu plus maintenant, qui irriguent comme ça tout l'espace, tout le sud, où on m'a laissé faire parce qu'il n'y avait pas de fameux bureaux de contrôle, il n'y avait pas non plus souvent on va dire, ingénieurs trop spécialisés tendant à vous empêcher de faire. Et donc, il y a eu cette circulation à la fois des hommes et des techniques. Souvent, moi, je fais et j'amène et j'apporte aussi des savoir-faire en montrant et en faisant en sorte que ça se fasse. Et le lieu où ça s'est le plus rendu visible, c'est sans doute ce lieu qui est à peine livré, qui permet vraiment de réfléchir à ce qui est une architecture terrestre véritablement ancrée dans la terre et véritablement ancrée de là où elle est. C'est la plateforme d'accueil qu'on a faite autour de ce monument, la Qasbah d'Agadir Oufilla à Agadir, qui a subi le tremblement de terre et qui a été malmené à divers titres et où on s'est vraiment posé la question de la mémoire en gardant vraiment avec la communauté des vivants et de ceux qui ont accepté d'accompagner le chantier. On a vraiment réfléchi et on a redécouvert des techniques que vous avez vues dans les petits schémas. Et pour la question de la plateforme d'accueil et pour la question aussi de tout ce qui va être la question, je vous disais, de mémoire, on a utilisé des techniques qui avaient été mises en valeur au moment de la fouille archéologique et qui ont été ensuite proposées. Ce que vous voyez là, c'est le platelage des ruelles, les anciennes ruelles disparues qui sont traitées en un platelage. Et on a donc ensuite, pour la plateforme d'accueil, fait ce qui est finalement une façon de revenir coloniser l'architecture, mais par le vernaculaire, et où on a utilisé ces ardoises, où on était à flux tendu pour présenter tout ça. Donc vous avez ici quelque chose d'extrêmement important, qui est ce que j'appelle, moi, la paléo-innovation et une façon de revenir à des choses qui sont vraiment importantes parce que avec un procédé qui a fait ses preuves, on revient. Et vous avez vu la pierre sèche avec des morceaux de bois qui sont utilisés dans tout le Haut Atlas pour non pas le parasismique, mais pour la pérennité, qui sont aussi utilisés, m'a-t-on dit, dans la Gaule antique. Eh bien, il est évident qu'on a matérialisé aussi une façon de prouver qu'on peut construire comme on a eu à construire par le passé et qu'on peut construire pour faire dans une certaine modernité en faisant taire ceux qui ne croient qu'à une modernité, je dirais, de pacotille, qui souvent est comprise comme telle au Maroc, et que donc ce type d'objets que vous voyez permettent vraiment de refonder toutes ces alliances, et que finalement le mot de préservation est très juste parce que dans cette question de la temporalité, il nous permet de passer du passé au présent, voire à l'avenir, et ces fantômes du futur, ils sont en permanence là, vous l'avez vu, ils sont en permanence au cœur de l'ensemble des travaux que vous voyez, et ils sont extrêmement importants parce qu'ils sont aussi, quand on réfléchit aux plantes avec les femmes et avec la question de la subsistance, et je terminerai avec ça, ils sont aussi... ça devrait démarrer, ils sont aussi, et on finira avec ça, ils sont aussi comme la plante dans la partie, ici on est en territoire berbérophone, comme cette plante qui est une sève en ébullition, qui a donc cette même racine étymologique qui va rassembler le souffle vital et qui va transmettre l'âme aux choses. Et ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que les tapis sont vivants, du point de vue de la cosmogonie du monde berbère, et qu'en amazirité, Tengift, qui sont ces chants que vous entendez, sont des chants des espérances qui vont venir séduire les nuages de pluie pour que ensuite on ait la pluie, on ait la fertilité, on ait
tout ce qui va après donner l'abondance. Et finalement, travailler les matières vivantes, c'est protéger les vivants. Et ces puissances vitales que vous voyez qui sont nourricières, elles incarnent vraiment la subsistance et elles expliquent aussi que ce soit les femmes, dans tout ce qu'on sait sur les rites de passage qu'incarnent les femmes, et là, c'est en tant qu'anthropologue que je conclus, eh bien, c'est par ces femmes qu'est assurée la subsistance, c'est par ces femmes aussi que vous allez voir comment on a essayé de réinvestir les lieux en proposant des revenus à ces femmes avec Amina Ghaznaï, qui est la grande complice de toutes ces opérations et qui est designer et qui, avec moi, s'occupe de la partie des femmes, car une société est constituée, oui, des hommes, des femmes, des enfants, et j'ai essayé de vous montrer comment mes projets essayaient de toucher toutes ces catégories. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette magnifique présentation. Et là, je crois qu'on ne peut pas donner la parole à Jean Deter, qui connaît si bien la terre crue. Jean Deter, je vous passe le micro. Merci, bonsoir. Donc Jean Deter du Centre Pompidou. C'est précisément au Maroc que j'ai découvert en 68, après mes études à Bruxelles, en arrivant dans ce pays comme coopérant civil. C'est là que j'ai découvert les architectures vernaculaires en terre, particulièrement dans les vallées présahariennes. Une révélation qui a marqué toute ma vie, puisque depuis lors, je tente de valoriser sous différentes formes, notamment au Centre Pompidou, l'histoire, l'actualité et l'avenir de ces architectures. Avant de poser deux questions à Salima, je voudrais d'abord rappeler ma gratitude au Maroc, globalement, pour tout ce que j'y ai appris, et surtout la féliciter pour 3 de ces actions militantes qui sont vraiment exceptionnelles. D'une part, ce qu'on a vu, ces multiples projets de réhabilitation, valorisation communautaire des architectures vernaculaires du sud-ouest du Maroc, en pierre ou en terre, pour ces nombreuses publications qui ponctuent le développement de ces idées, et puis aussi pour toutes les actions militantes qu'elle poursuit avec les communautés, en particulier les femmes. Salima, mes deux questions. Et oui, j'ai oublié de te féliciter aussi pour les nouvelles architectures contemporaines que tu désormais construis aussi. Alors, sur la base de ton expérience qui est exceptionnelle au Maroc, crois-tu vraiment au développement à grande échelle au Maroc et plus généralement en Afrique ou dans d'autres pays dits du Sud, à la généralisation de la construction en terre pour l'avenir, aussi bien en milieu rural qu'urbain? C'est ma première question. Et la deuxième est plus philosophique, mais elle s'adresse à toi en tant qu'anthropologue. En réagissant à l'exposé inaugural de François Hartog, dont tout l'exposé était argumenté autour de la civilisation chrétienne. Et donc, je voudrais te demander ce que tu en penses et comment cet argumentaire pourrait être accrédité, rejeté, nuancé en fonction de la civilisation arabo-musulmane. Merci, Salima. Merci, Jean. Alors, je crois que, bon, déjà, moi, je différencie pas contemporain et parce que pour moi, le fil, il a toujours été là. Je pense même que ce sont des catégories qui nous ont empêchés de réfléchir. Du coup, on est tout le temps en train d'opposer un passé qui aurait été un présent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de... Et d'ailleurs, je suis en train, en ce moment, on est en train, avec notre laboratoire de recherche, on est en train de réfléchir à ça. C'est-à-dire, où est-ce que sont restées les architectures en terre crue? Donc, suite au prochain épisode, parce qu'il en est resté. Pas que dans des lieux reculés, comme ceux que j'ai eu l'immense chance et que je continue à restaurer dès que j'ai 3 francs 6 sous. Alors, à grande échelle, la terre, d'abord, vous voyez, on en a parlé ce matin, je crois que c'est extrêmement important et je crois qu'il y a des architectes avec nous. C'est pas la terre, finalement. La terre, elle subsume cette idée. C'est-à-dire, c'est toute cette architecture qui appartient à ce que le biochimiste nous a tout à l'heure analysé, présenté. C'est qu'il y a la terre, la chaux, la pierre et les matériaux végétaux et tout ce qu'on fait. Donc moi, je crois, aujourd'hui, je pense que de toute façon, il y a
il y a un ralentissement qui est nécessaire. Je pense qu'il y a aussi des moments pionniers, des moments de grand défrichage, et je crois qu'à un moment donné, on se pose des questions, de vraies questions, et à ce moment-là, on peut avancer. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, bien sûr, demain, on ne va pas construire en terre crue au Maroc, c'est évident, malheureusement. Mais ici et là, se font jour un certain nombre d'actions qui méritent d'être regardées. Ici et là, on l'utilise pour le logement social. Ici et là, on le fait, on accepte qu'Agadir ou Fla ait de la pierre comme ça. Ici et là, on déplace des lignes. Je crois aux petits pas. Et je pense que ici, c'est une leçon de petits pas aussi, parce que ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Et en même temps, je crois à la bonne vitesse. C'est-à-dire qu'en architecture, quand on va trop vite, on fait immanquablement des bêtises. Donc, comme on se dirige vers une crise certaine dans mon cher pays, eh bien, très certainement, on va devoir réfléchir à deux fois. Comme quand, pendant le Covid, j'ai eu un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont venus voir le projet d'Agadir et qui, tout à coup, se sont posé la question de la terre. Mais je ne suis pas devin, donc je l'espère de tout cœur. Je crois que la jeune génération, elle est consciente de ça et qu'aujourd'hui, elle s'impatiente. Donc c'est dans les tuyaux, c'est en train de se faire. Je pense qu'après, il faut quand même une bonne dose de courage. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Mais on peut imaginer que ça se fera. Et on a ici un exemple et un modèle. Donc je pense que je vais rentrer en ayant tout photographié et en présentant ce modèle d'intelligence qui peut répondre à des villes comme les nôtres, traversées aussi par des questions de temporalité. Voilà, je ne peux pas répondre à des questions aussi vastes. Je vous remercie. En tout cas, c'était une magnifique réponse. On applaudit Salima Nagy.